Alors bonjour, bienvenue dans cet épisode du Parlement de ton job. Et aujourd'hui, nous allons dans un autre domaine autre que la data. Donc nous allons dans le domaine de l'ALM et de la gestion de risque. Et je vais laisser l'expert vous expliquer ce que veut dire ALM et gestion de risque. On va passer à sa présentation. Déjà, expert Cassie, bonjour. Bonjour Akafou, Ouais, comment tu vas? je vais bien et toi? Ouais, ça va très bien. Ah, ok. Voilà. Déjà, je vais te laisser te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas avant de passer aux choses sérieuses. Ok, bon, avant de me présenter, j'aimerais d'abord te dire merci. Merci Merci à toi d'abord également. voilà, pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir m'exprimer sur le métier de la gestion active passive. Et voilà, et je me dis à travers ça, ça permettra à toute personne voulant s'orienter dans ce domaine-là de voir quelles sont les 10 positions à prendre pour pouvoir mieux amorcer un peu ce boulot. Bon, à l'état civil, c'est Cassie Yves Josselin. Voilà, je suis de nationalité ivoirienne. Présentement consultant en ALM plus Société Générale. Je suis aussi enseignant en ALM à l'université Sorbonne Paris Nord. Bon, aussi enseignant en économétrie aussi dans la dite université. Par ailleurs aussi assistant de recherche à l'Institut du bachelier, principalement à la chaîne énergie et prospérité sur toutes les questions liées à l'environnement, au social et à la gouvernance. Je sais qu'après le bac, tu as fait sciences fondamentales appliquées, donc je sais pas. Et qu'est-ce qui t'a motivé à partir du concours ITS, donc le concours des ingénieurs des travaux statistiques de l'INSEE? Ok, donc oui, bon, après SFA, sans appliquer, l'université Nangia Bogoa Abidjan. Ouais, j'intègre, bon, je présente le concours de l'ENSIA, option ITS, pour pratiquer un peu le côté des mathématiques. Voilà. Parce que à l'université, c'était plus la théorie, voilà, et tout. Donc, comment on pouvait concilier théorie et pratique. Voilà. Et je me rends plus à l'ENSIA parce que la statistique s'applique à tout domaine. Donc, qui pas des statistiques, pas de la donnée, donc on a la donnée dans tout domaine. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment on utilise les outils mathématiques pour aider à la prise de décision. Donc, ce pourquoi j'intègre, je présente le concours de l'NCA. Voilà. Et puis après, bon, après, je suis admis. Mais il y a aussi le fait que, sans se cacher, voilà, quand nous sommes à l'université, le but c'est d'intégrer au moins une école de renom. Voilà, au moins ça, avoir un titre sur soi. Donc, ça aussi, ça joue un peu dans la balance. D'accord. Et après ça, maintenant, tu viens en France. Et donc, après ça, après l'NCA, tu viens en France pour la formation en finance. Déjà, pourquoi de la statistique qui t'oriente à la finance et aussi pourquoi tu choisis de venir en France Euh, bon, le choix de venir en France, c'est par rapport au projet d'études. Voilà, c'est par rapport au projet d'études. Ce que je voulais faire, euh, je peux dire, non pas, peut-être maintenant on l'a, mais je ne sais pas. Bon, normalement, on n'avait pas de formation là-dedans. C'est que c'est la finance de marché. Voilà, donc, il n'y a pas plus mieux que de venir en Occident pour pouvoir se former dans ce domaine-là. Voilà. Et mon amour pour la finance est venu en dernière année d'ITS à travers l'option entreprise que j'avais choisie. Voilà, où j'ai eu quelques cours de finance qui ont quand même nourri en moi l'ambition de poursuivre en finance, surtout appliquer les statistiques à la finance. Parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, on finit de faire l'NCA, après on est statisticien. On est statisticien, tu nous donnes la donnée, on pourra la manipuler, on pourra faire sortir des chiffres qui vont permettre à l'entreprise de prendre des décisions. Mais le plus important, c'est qu'il faut comprendre d'abord le métier en lui-même. Parce qu'il ne faut pas prendre du véhicule par rapport aux chiffres. Donc, c'est bon d'être généraliste, mais aussi, il faut être spécialisé dans un domaine bien précis. C'est pourquoi je me dis, après ma formation, il faut que je me spécialise dans un domaine bien précis dans lequel je vais appliquer la statistique. Donc, le choix, bon, d'abord, j'avais des choix. Il y avait le marketing et puis la finance. Après, bon, la finance a pris le dessus. Il faut dire que c'était pas ma première fois de venir en France parce que
Euh, Avant que j'intègre l'INSEA, je peux dire même l'année où j'ai pris le cours de l'INSEA, par la grâce de Dieu, j'ai eu pas mal d'opportunités en termes de projet d'études. Voilà, donc le concours de l'INSEA qui avait marché, mais aussi j'avais eu des admissions en France, à l'université Paris-Saclay en cryptographie, à l'université à l'université de Créteil, euh, en monnaie banque finance assurance. Voilà. Donc, donc j'étais déjà venu en France. Voilà, parce que le résultat de l'INSEA m'a trouvé était en France. Voilà. Donc, j'étais déjà venu en France pour, je peux dire, choisir une formation dans laquelle j'étais choisi pour, voilà, pour réaliser mon projet professionnel. Donc, c'était en France que, voilà, je découvre que j'étais admis à l'NCA. Donc là, il fallait prendre un choix. Il fallait faire un choix, pardon. Et, 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 et là, après, j'ai fait le choix. Voilà. Ah, J'ai fait le choix et je suis entré. d'accord, attends. Tu étais déjà en France pour des études et le résultat des concours de l'INSEA est publié. Tu vois, tu es admis. Et du coup, tu as préféré aller faire la formation en statistique à l'INSEA Ouais, et par la suite venir. ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a motivé ce choix à ce moment-là? Ah, bon, assurément, d'abord, je peux dire, d'abord, il faudrait prendre du recul et puis analyser un peu chaque aspect chaque aspect, voilà. Euh, NTA, c'est une école de référence, voilà, et de renom dans la sous-région en Afrique. En France aussi, les formations sont aussi de qualité et tout. Et maintenant, là, ce qui va parler, c'est en termes de projet professionnel. Voilà. La finition, c'est d'avoir une carrière. Voilà. Moi, la finition, ce n'est pas de travailler, mais c'est d'avoir une carrière. Donc, il parle de carrière, parle d'abord de technicité. Voilà. Donc, la technicité, je peux l'avoir à l'INSEA comme en France et tout. Voilà. Mais aussi en termes de réseau. Voilà. Et le réseau, euh, je peux l'avoir à l'INSEA. Mais en France, c'est comme si c'est à l'université, bon, tu fais la formation, après, bon, voilà, tu vas travailler et tout. Or, à l'INSEA, tu es déjà assis sur un réseau. Moi, je retiens qu'il y a deux éléments principaux qui ont motivé ce choix. Donc, c'est en fait la renommée de l'INSEA au niveau de la sous-région ouest africaine, je veux dire au niveau de l'Afrique, et aussi le réseau de l'INSEA. Ouais. Ok. Et je pense que tu as fait un bon choix parce que vu que après être rentré à l'NCA, bah, tu viens encore en France Ouais. pour poursuivre dans ta filière et tout en ayant la connaissance de l'NCA et le réseau. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ok. Donc déjà, nous, on va chercher à comprendre c'est quoi l'ALM. Nous qui ne sommes pas dans le domaine, on veut une explication terre à terre. C'est quoi l'ALM et la gestion des risques. Ok. D'abord, l'LM, c'est un abrégé, c'est Asset and Liability Management, donc la gestion active passif en français. Euh, En fait, l'ALM, c'est un métier de la banque qui permet de gérer tout ce qui est risque de liquidité, de taux et de change de la banque. Donc, pour quelqu'un qui ne comprend pas un peu le métier de l'ALM, je vais présenter une image de la situation de la banque. Euh, le comptable, comme on le sait, il va élaborer ce qu'on appelle le bilan. Donc, le bilan, comme on le dit, c'est la photographie à un instant donné de la situation financière de l'entreprise, donc en particulier de la banque. Voilà. Et à cette situation-là, on a l'actif égal au passif. Voilà. Euh, mais l'LM va plutôt regarder le film du bilan. Ce qui veut dire que pas la photo, mais le film, comment nous sommes arrivés au bilan. Okay. Donc l'LM va essayer de regarder les caractéristiques propres à chaque compte du bilan et de les projeter dans le futur pour analyser les déséquilibres qui pourrait avoir si l'activité de la banque se passerait comme ça. Donc, je prends une situation très simple. Euh, je prends quelqu'un à qui on accorde un prêt. Voilà. Par exemple, toi, à Carrefour, on t'accorde un prêt
immobilier de 100, mais le prêt immobilier de 100, c'est un crédit. Donc, le prêt immobilier de 100, la banque va peut-être aller prendre sur un marché, donc emprunter auprès d'une autre banque pour te prêter. Donc, elle va aller emprunter auprès d'une autre banque ce montant de 100 pour te prêter. Mais ici, l'emprunt qu'elle fait sur l'autre banque, l'emprunt sera à court terme, donc ce qui veut dire qu'en moins d'un an, elle doit rembourser. Or, un prêt immobilier, c'est à long terme. Donc, peut-être 10 ans, 20 ans, voilà, tu dois rembourser. Donc là, lorsqu'on regarde, les 100 qu'elle t'a prêté, c'est dans 10 ans qu'elle aura ces 100. Or, elle doit trouver ces 100 là pour rembourser sa dette qu'elle a. Donc, elle pense à où? Donc, il y a un déséquilibre ici. Tu vois? Mais quand on regarde le bilan, on voit qu'il y a 100 à l'actif, il y a 100 au passif. Mais quand on regarde l'adossement en termes de maturité, on voit qu'il y a un déséquilibre de maturité. Donc, la banque sera confrontée après un an à un besoin de liquidité. Donc, ça, par exemple, c'est le risque de liquidité. Ok. Du coup, ton métier, ça sera d'analyser ce type de transactions ou d'opérations au sein de la banque et voir sur le long terme ce qui pourrait se passer. Oui, c'est ça. Ok. Voilà, donc c'est analyser un peu la situation de la banque dans le futur, donc de se projeter. Donc en elle, on a utilisé le concept de la projection, donc se projeter le bilan de la banque pour voir les déséquilibres et si possible, comment se couvrir face à ces déséquilibres. Donc ça, c'est le cas du risque de liquidité. Il y a aussi le risque de taux. Le risque de taux, c'est que le risque de taux, il y a plusieurs facettes. Voilà, il y a plusieurs facettes parce qu'il y a ce qu'on appelle le risque de décalage, le risque de base, le risque optionnel. Bon, moi, je n'ai pas tout défini ici, mais un cas simple de risque de taux, je peux supposer même que nous avons, par exemple, le même type de taux. Ce qui veut dire qu'un emprunt à taux fixe, un prêt à taux fixe, mais nous n'avons pas, nous n'avons pas les mêmes maturités de part et d'autre. Donc, ce qui fait que si c'est, je suppose que l'emprunt interbancaire, c'était à taux fixe, donc du coup, lui, dans un an, il sera renouvelé. Donc, peut-être ça peut être revu à la hausse, peut-être l'emprunt demain. Donc, c'est comme si le taux auquel il a payé sur un an, ça sera un taux plus élevé lorsqu'il empruntera encore. Or, de l'autre côté, le taux ne bouge pas jusqu'à ce que le crédit arrive à extension. Donc, c'est que même qu'on peut renouveler, le renouvellement du taux peut impacter sa marge nette d'intérêt. Ça, c'est le même type de taux. Après, il peut arriver que ce n'est pas le même type de taux. Ce qui veut dire que l'autre, il peut être à taux révisable. Ce qui veut dire que l'emprunt peut être sur, l'emprunt, un emprunt peut être sur un an, mais le taux, il est fixé sur 3 mois, par exemple. Ce qu'on appelle en banque peut-être Euribor 3 mois. Ce qui veut dire que c'est fixé sur 3 mois. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le taux, il est connu sur 3 mois. C'est que tu sais à quel taux tu vas payer ta dette sur 3 mois. Mais après 3 mois, tu ne sais pas. Parce qu'il s'est révisé. Donc, après 3 mois, ça peut changer. Or, toi, le crédit que tu as accordé, c'est un crédit à taux fixe. Et lui, il reste figé sur la période du crédit. Donc, du coup, ce qui fait que toi, tu connais ton taux sur 3 mois. Après 3 mois, tu ne sais pas à quel taux tu vas payer ta dette. Donc, si par exemple, les taux passent à la hausse, tu vas payer ta dette plus cher. Or, comment dire, à ton actif, donc le crédit, qui ne bougera pas. Donc, ça a aussi un impact sur ta marge d'intérêt. Il y a ce qu'on appelle aussi le risque optionnel. Le risque optionnel, c'est dû, par exemple, aux options qui se trouvent dans les contrats. Et on peut avoir des options qu'on va appeler implicites ou des options explicites. Bon, les options explicites, ce sont des produits dérivés qu'on appelle des options. Je n'ai pas fait le cours ici, voilà, mais voilà. Mais il y a les options implicites, là, par exemple, c'est le comportement de la clientèle. C'est quoi? Et une option implicite, c'est que le crédit, par exemple, donne la possibilité au client de faire un remboursement anticipé. Voilà. Quand le client fait un remboursement anticipé, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va payer le capital restendu. Donc, du coup, les intérêts que la banque devait prendre jusqu'à sur 10 ans, donc si je suppose que c'est le prêt sur 10 ans et que c'est la cinquième année que le client fait un option anticipé, tout ce qui est comme intérêt qu'elle devait prendre sur 6 ans, 7 ans, 8 ans, 4, 10 ans, c'est mort. Donc, du coup, ça réduit, une option anticipée va réduire
la marge d'intérêt de la banque, tu vois. Et le remboursement anticipé peut provenir de, de deux constats. Toi, à Carrefour, par exemple, tu fais un remboursement anticipé parce que ta situation peut-être a changé. Voilà, ton salaire a augmenté, tu étais promu à tel poste, tu vois. Donc, du coup, le point que tu as contracté, tu peux le rembourser. Parce que bon, ta situation a changé. Voilà, donc ça, je peux dire, c'est un cas où c'est la situation personnelle du client qui a changé. Voilà, peut-être il y a eu divorce, voilà, ou il y a eu décès, tu as hérité, tu vois. Donc ta situation, en fait, a changé. Voilà. Et il y a le risque au chômage comportemental dû aussi à des aspects économiques. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'évolution des taux. Par exemple, toi, moi, je t'accorde un crédit à un taux de 2%, tu vois. Euh, mais tu vois que dans une autre banque, le même crédit, il est accordé à un taux de 1%. Ah, en fait, tu vois, tu préfères aller dans l'autre banque, tu vois. Donc, du coup, tu vas arrêter de payer plus cher parce que sur le marché, tu peux avoir une meilleure offre. Donc, tu as refusé de payer plus cher. Donc, ce qui fait que c'est pas toi qui fais le remboursement anticipé. Mais tu peux aller voir une autre banque pour dire, bon, moi, j'ai accordé tel prêt avec telle banque. Voilà. Mais là-bas, on me prélève un taux très élevé. Voilà. Donc, moi, je vais venir prendre chez vous. Donc, ils vont te dire, ouais, ici, on va te poser tel taux, tel taux. Donc, c'est la banque, elle, qui va venir faire un remboursement anticipé et te redonner un nouveau contrat de l'autre côté. Tu vois. Donc, ça, c'est parce que ça s'appelle les taux ont changé sur le marché. Donc, aussi, lorsque les banques fixent un peu les taux, de près, elles tiennent compte aussi des aspects économiques en termes d'évolution des taux et d'intérêt. Donc, c'est tout ça là. Donc, tout ce qui est option cachée, tout ce qui est déséquilibre, voilà, que l'LM va essayer d'analyser, utiliser et définir des stratégies de couverture pour aider la banque à résister face à certains chocs financiers. Donc aujourd'hui, dans ton domaine, quels sont les outils que tu utilises au quotidien? Bon, bon j'utilise le fameux Excel. Ah ouais, Voilà, donc ça c'est la base. Et Excel, il y a Power BI, et il y a un outil qu'on appelle Alteryx, voilà, qui est connu dans le domaine bancaire. Voilà. Et puis, bon, très peu de code, hein, donc très peu de Python. Bon, et même, je n'utilise pas. Voilà, donc très peu de tout. Parce qu'en fait, moi, mon tout, c'est plus l'analyse. Voilà, donc c'est pas la modélisation. Euh, Maintenant, après, si je veux analyser le process en lui-même, c'est que en élève, on a besoin peut-être des informaticiens, on a besoin des statisticiens qui sont cruciaux. Voilà, on a besoin des analystes, des gens qui comprennent aussi le bilan, donc des comptables et tout. Donc, là, en fait, ça regroupe voilà, plusieurs compétences. Voilà. Par exemple, bon, comme on parle de data, donc, par exemple, en termes de data, quand on prend un statisticien, ce rôle, c'est que, comme j'ai dit, il faut projeter le bilan. Donc, projeter le bilan, c'est écouler les postes du bilan sur la maturité. Mais il savait que deux tiers des postes du bilan sont non échéancés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut définir une date d'échéance pour ces postes-là. Et pour définir cette date d'échéance, il, il y a il y a deux méthodes qu'on utilise. Soit on peut prendre une méthode en termes conventionnels, ce qui veut dire que la banque, elle maîtrise mieux comment dire, son activité. Donc, elle peut dire, par exemple, tel compte, on va le couler sur 5 ans. Voilà, parce qu'elle tient compte de certaines caractéristiques de son métier. Donc, ça, c'est une convention interne à la banque. C'est pas une convention, c'est la banque, c'est une norme interne à la banque. Par contre, elle peut faire recours comment dire, à la modélisation. Donc, avoir les historiques et puis modéliser. Voilà, pour voir un peu sur quel time bucket elle peut écouler ses produits. Donc, c'est là le rôle comment dire, du statisticien. Après ça, il y a les analyses qui vont essayer d'analyser un peu les déséquilibres bilanciels avec les indicateurs qui seront définis et présenter les expositions aux différents risques que j'ai cités pour permettre maintenant à la direction de prendre des stratégies en termes de couverture et de pilotage. Est-ce que ce domaine donc, que tu viens d'expliquer, est-ce que pour toi, ce domaine, c'est un domaine qui paye bien? Mais tout de même,
paye bien. Maintenant, après, c'est plus, je pense que ce qui doit plus guider, c'est la passion que tu as pour ce domaine-là. Voilà. Parce que moi, ma philosophie, c'est que tant que tu es passionné, tant que tu peux te faire du chiffre, quoi. Ok. Voilà. Donc, mais en finance, généralement, ça paye bien. Donc, Ok. Du coup, pour toi, déjà, c'est la passion pour le métier avant de regarder si ça paye ou pas. ouais, c'est ça. Parce que tu peux être bien payé et puis chaque fois tu es énervé en fait de battre au boulot en fait. Et Ouais. voilà, tu n'es pas obligé de. Voilà. Or, quand tu es passionné, ça te pousse à pousser tes investigations, à apprendre encore plus. Et on réfléchit en termes de quoi. Moi, je suis financier, donc on réfléchit en termes de valeur. Parce que quand tu vas sur un marché financier, tu te vends en réalité. Donc, tu te vends à quel coût? Donc, c'est ta valeur qu'on va t'acheter. Tu vois. Et donc, le fait d'être passionné dans un domaine, le fait de se former, d'apprendre et faire tout ça, fait que tu augmentes ta valeur de marché. Voilà. Donc, demain, aujourd'hui, tu peux commencer bas, mais demain, voilà, ton salaire peut, voilà, peut tomber, quoi. Ok. Donc, très Cassie, merci pour l'interview et qui tire à sa fin. Mais je vais te demander un mot de fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme mot de fin? Ah bah, merci, voilà, pour cette opportunité, voilà. Et j'aimerais d'abord te remercier parce que c'est un bon travail. Ça permet d'éclaircir un peu la lanterne de ceux qui ne comprennent pas si c'est un métier, surtout la data et tout, parce que la data, elle est partout. Maintenant, il faut savoir comment on oriente en termes de son projet professionnel. Voilà, donc, voilà, j'aimerais te saluer pour ça. Et puis bon, tu as tous mes encouragements dans ce que tu fais. Le mot de fin, c'est que il faudrait que, bon, ça, je m'adresse aux étudiants, voilà, c'est-à-dire, il faudrait avoir un projet d'études très clair, voilà. Il faut étudier sérieusement le marché du travail, faire une analyse SWOT de sa personne, ses compétences, comment dire, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, quels sont ses atouts, quels sont ses atouts pour pouvoir affronter ce métier-là. Et puis, dire à toute personne que l'LM est un métier qui est en train de gagner du terrain dans le domaine financier, surtout en Afrique. Voilà, donc, qui s'intéresse de plus en plus à ce métier-là, voilà, qui allie stratégie et gestion des risques. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses, je ne sais pas vous. Donc, je vais vous laisser mettre quelque chose en commentaire si vous voulez ce type de vidéo, donc où je sors du domaine de la data et je vais explorer d'autres domaines pour comprendre qu'est-ce qui se passe en dehors de la data et aussi le lien de ces domaines avec la data. N'oubliez pas, laissez les commentaires et aussi abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés.